Citoyennes et citoyens, je suis à la fois content d'être ici et je m'interroge pourquoi je suis là. En effet, je n'ai pas j'ai une faible légitimité à animer cette séance sur l'esprit de la Révolution française que mon voisin, Olivier Bétourné, va animer. J'ai déclenché, j'ai vu que c'était l'heure. Donc je dis simplement un mot. Bonjour, bienvenue, bonne conférence. Merci monsieur Olivier Bétourné. Merci monsieur. C'est bien, c'est une interception, comme on lui dit, mais enfin, elle est efficace. Bon, donc j'ai une faible légitimité sur ce sujet. En effet, ceux qui me connaissent savent que j'ai travaillé sur beaucoup de sujets, mais je n'ai pas produit grand-chose sur la Révolution française. J'ai quand même quelques références personnelles qui me rattachent à la Révolution française. Bon, je suis républicain, vous le savez, mais c'est pas ça. J'ai eu comme professeur Albert Soboul, Albert Marius Soboul, et Olivier aussi. Alors ça nous réunit. J'ai eu comme directeur, lorsque je suis arrivé à Toulouse, Jacques Godeschaux, grand historien de la Révolution. J'ai travaillé avec lui. Et j'ai eu comme patron de thèse Maurice Aguillon, qui a toujours cultivé la référence à la Révolution française. J'ai fréquenté aussi... Oh, c'est infernal. Michel Vauvel également a été de mes amis et j'ai travaillé avec lui dans des jurys, dans des comités, et je me suis un peu imprégné de sa vision. Et puis, depuis quelque temps, je fréquente beaucoup Jean Jaurès, qui a toujours marqué sa référence à la Révolution française. Il a fait plus que ça, puisqu'il a construit un véritable monument qui ouvre l'histoire socialiste, un saint homme qu'il a écrit lui-même. Il avait une capacité d'écriture. Il n'avait pas de plume. Maintenant, tous les politiciens ont des plumes. C'était sa plume à lui qui écrivait. C'était pas la plume des autres. Il a fait 5 tomes sur l'histoire de la Révolution française après des dépouillements extrêmement importants. Et ça a été un modèle. Et puis il avait aussi le sens de la formule, Jaurès. Et il a écrit, il a dit, puisque c'est dans son grand discours à la laïque, il a dit, dans les vieux clochers, la Révolution française a sonné le tocsin des temps nouveaux. C'est-il pas beau, hein? Et il a parlé de la logique grandiose de la Révolution française aussi. Bon, on n'en finirait pas de faire des citations de Jaurès. J'ai participé au bicentenaire qui a été un peu, comment dirais-je, pas ambigu, mais conflictuel, puisqu'il y avait 2 lignées finalement qui s'affrontaient, et le président de l'époque, Mitterrand, n'avait pas vraiment arbitré, savoir quelle était la bonne lignée. Il y avait d'un côté Furet et Ozouf qui tiraient d'un côté, et de l'autre côté Michel, Vauvel, et Aguillon et d'autres qui restaient dans la lignée. Et la Ligue de l'enseignement, où j'étais actif à ce moment-là, avait créé un comité qui s'appelait le Comité Liberté, Égalité, Fraternité, le CLEF, et on a fait des réunions partout. Et ça a été une célébration populaire extrêmement bonne. Alors, donc, je vais maintenant vous présenter, parce que c'est ça que je dois faire, Olivier Bétourné, qui va vous parler et qui, demain lundi, revient à Ombre Blanche. Alors si vous connaissez des gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, vous pouvez leur dire, à 17h. Alors, M. Olivier Bétourné, dont je viens de faire la connaissance, mais que j'avais lu auparavant, bien entendu, sinon je ne serais pas là, c'est un chercheur. C'est un chercheur en historiographie, un lecteur de textes absolument boulimique, je dirais. Et pourquoi? Parce qu'il a été pendant longtemps un grand éditeur au Seuil. Et être un éditeur, ça suppose de lire, bien entendu. Mais ça suppose aussi, je crois, cher Olivier, de détecter ce qui va faire le succès d'un livre ou plus ou moins bon. Et sa mise en phase de ce livre avec l'opinion, les attentes. Et puis, je crois qu'on peut dire que
un mot qui est un peu galvaudé, souvent, c'est un penseur. C'est un penseur, c'est-à-dire qu'il réfléchit et il essaie de communiquer sa réflexion aux autres. C'est pourquoi il a créé, je crois, en tout cas il anime l'Institut Histoire et Lumière de la Pensée, c'est ça? Et c'est un aspect très important. Enfin, aujourd'hui, nous voyons le chercheur et l'innovateur, puisqu'il apporte beaucoup aux méthodes et déjà aux résultats de l'histoire de la Révolution française, qui, cette histoire est colossale. Elle met en jeu l'histoire économique, l'histoire sociale, avec toujours des polémiques. Est-ce que la Révolution française a été un bienfait ou une catastrophe? Et il y a l'histoire intellectuelle, culturelle, qui peut-être n'a pas été suffisamment défrichée, je crois. Une chose nouvelle, c'est d'approfondir le rôle des personnalités qui ont fait la Révolution. Et je lui disais tout à l'heure, on m'entend pas, oui. Je vais jeter le micro et parler avec ma voix. Ah non, c'est pas possible. Bon, alors je disais que lorsque nous étions étudiants avec Olivier, on nous enseignait que le moi est haïssable et qu'il fallait pas s'attarder sur les destins individuels des acteurs de l'histoire. Que ce qui comptait, c'était l'histoire quantitative. Notre grand professeur Ernest Labrousse en était un partisan déterminé, et qu'il fallait compter, il fallait dominer ça, et que les individus, finalement, n'avaient d'importance que parce qu'ils participaient à quelque chose qui les dépassait largement. Eh bien, je crois que la prise en compte dans les analyses des biographies individuelles, des facteurs psychologiques en particulier, est très importante. Et j'en étais déjà convaincu un peu, mais maintenant j'en suis convaincu totalement. Alors, présenter son livre, c'est lui qui va le faire. Il n'y a rien de pire. Ça m'est arrivé maintes fois. Quand on va présenter son bouquin, le gars qui présente, ou la dame qui présente le bouquin, fait l'exposé avant de celui qui fait l'exposé. Alors ça c'est la catastrophe. Ça m'est arrivé maintes fois. Donc je ne vais pas le faire. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce livre est un livre parfait pour la lecture qu'on peut en faire. Il est bien structuré. Il y a 3 parties, chacune a son individualité. On peut le lire de façon approfondie et pas en diagonale. On y trouve une analyse magistrale de la montée de la Révolution française avec les idées des Lumières et en particulier la référence qui est constante à Jean-Jacques Rousseau. Ensuite, dans la deuxième partie, il y a le choix de 6 grands révolutionnaires qu'il vous décrira. Et Olivier a fouillé dans la jeunesse, dans l'enfance de ces 6 révolutionnaires, ce qui a pu être ensuite, au moment de leur action politique, le ressort de certaines décisions. Et je crois que de Mirabeau qui ouvre le banc à Robespierre qui le ferme, de Mirabeau un peu corrompu, un peu pourri, et de Robespierre le pur parmi les purs, l'incorruptible, il y a vraiment une analyse extrêmement minutieuse du passé qui est très, très utile. Et la troisième partie, qui à mon avis est totalement novatrice, c'est de reprendre les débats, que ce soit ceux du Club des Jacobins, où s'est forgé finalement beaucoup de décisions, et puis les débats des assemblées constituantes, législatives et conventions. Ça n'avait jamais été fait. Je lui disais que même notre maître Albert Soboul traitait séparément les choses et qu'on ne voyait pas l'articulation. Alors moi, je trouve que c'est un bouquin formidable parce qu'il renseigne sur des choses très actuelles, sur la rupture, le thème qu'aujourd'hui on parle de l'indignation, on parle de l'insoumission,
En 1908, au moment de la SFIO, on parlait des insurrectionnels qui voulaient déclencher la révolution. Et ça, quand est-ce que la rupture intervient et pourquoi? Et le problème des évolutions, de ce qu'on appelle la trahison, souvent dans les partis, ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas traité, la transgression, le dérapage vers la violence des idées pacifiques, etc. Je crois que tout ça est très analysé. Et aussi la séparation en France entre la gauche et la droite. Et je crois que cela, ça nous interpelle aujourd'hui de façon très forte. Est-ce que la gauche existe encore dans l'état de division et d'interrogations qui ont affaibli et qui divisent les partis de gauche aujourd'hui? C'est le rôle des générations, tout cela. Donc dans cet ouvrage, vous trouverez de l'érudition, vous trouverez du récit, et un récit alerte. Et vraiment, il y a des passages qui se lisent comme un roman. Et beaucoup d'innovation, avec des nouveaux outils, avec aussi, je crois, il faut dire de l'espérance. Parce que comment être aujourd'hui des bons héritiers de la Révolution française alors que cet héritage est fortement menacé dans le monde, en Europe et en France aujourd'hui. Voilà, j'ai trop parlé, comme d'habitude d'ailleurs. Et maintenant, je fais Ce sont des mots agréables à entendre. Merci, Monsieur le Président, merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier d'être présent aujourd'hui, remercier les organisateurs de ces rencontres, du livre maçonnique, de me permettre de parler d'un sujet qui pour moi est très important, les mythes fondateurs de la République. C'est pour l'historien de la Révolution française que je suis l'occasion de développer devant un public éclairé, ça va de soi, un certain nombre d'hypothèses, un certain nombre de réflexions qui engagent tout à la fois l'histoire des idées, l'action des hommes qui les ont mises en œuvre en quelque sorte, et puis la responsabilité qui est la nôtre, nous qui en avons recueilli l'héritage. Donc c'est un peu cette totalité-là que j'aimerais faire passer aujourd'hui auprès de vous. Cette République, nous en sommes les héritiers, elle n'est pas immuable dans sa structure, dans sa conception même, mais elle ancre des points de référence auxquels il nous faut être extrêmement attentifs, l'époque étant trop facilement emportée à passer d'une référence à une autre et à subjectiver tout ça au point que chacun est un peu perdu dans ses points de repère fondamentaux. Pour que les choses soient bien claires, je vais commencer par un essai vous proposer une définition plus exactement pour que nous soyons bien assurés de parler de la même chose. Et j'appellerais mythe de fondation tout récit mémoriel mettant en scène une action en rupture radicale avec l'ordre culturel et politique dominant au profit d'un ordre fondé sur des idées nouvelles. Je vous répète, mythe de fondation, tout récit mémoriel, tout récit, le mot est important, tout récit mémoriel mettant en scène une action en rupture radicale avec l'ordre culturel et politique dominant au profit d'un ordre fondé sur des idées nouvelles. C'est pas extraordinaire, mais je voulais quand même bien qu'on partage cette approche et notamment cette dimension du récit. J'en donne un exemple. Aussitôt après le 10 mai 1792, qui est la date du renversement de la monarchie, le Club des Jacobins et très vite la Convention vont décider de dater leurs actes de l'an 4 de la liberté en premier de l'égalité. En 4 de la liberté, en premier de l'égalité. Vous savez que la République va être fondée un mois plus tard, et ce qui attache l'idée d'égalité à la République, la première République que nous avons connue, et ça n'est pas sans conséquence. Donc voilà, pas sans conséquence sur les valeurs républicaines que je vais tenter de vous décrire, dont je vais tenter de décrire la généalogie tout à l'heure. Alors, bien évidemment, la marche de l'histoire opère des allers-retours. Il ne s'agit pas de considérer qu'une valeur, quelle qu'elle soit, fondée à tel ou tel moment, un récit, reste immuable. L'histoire elle-même amende, corrige, accroît,
intensifie de temps en temps, réduite à néant, telle structure de récit qui s'était imposée et qui avait cru être l'alpha et l'oméga de la République en l'occurrence. Autrement dit, ce que je vous propose, c'est de considérer que les mythes que je vais explorer sont tout à la fois structure d'idées et produits d'histoire. Et c'est sous ces deux aspects, en quelque sorte, que je vais explorer les principaux mythes fondateurs de la République en France. D'abord, les idées. Il m'est évidemment impossible, dans le temps qui m'est imparti, de vous raconter toute l'histoire de ces idées. C'est une histoire de long terme, hein, qui remonte au Moyen-Âge, et qui mérite d'être lue parce qu'elle est absolument fascinante. Que tout ça est abouti à la Révolution française, car c'est un fait, avant d'aboutir à la création de la République, est quelque chose d'absolument, enfin à mes yeux en tout cas, tout à fait inouï. Là, on est vraiment dans le temps long des idées. Mais je voudrais d'abord que vous ayez en tête que l'idée des idées, en quelque sorte, l'idée tout à fait fondamentale, c'est celle de souveraineté du peuple, et que cette idée qui remonte au Moyen-Âge va trouver avec Jean-Jacques Rousseau son passeur au milieu du XVIIIe siècle, son passeur direct, immédiat en quelque sorte, et qui va faire absolument l'unanimité à la fois des élites et du peuple. Parce que le peuple le lira, se fera lire le contrat social, et ce texte qui n'avait aucune, aucune présence en quelque sorte dans la vie civique, si le mot a du sens avant la Révolution, mais il en a quand même, parce qu'une société, donc avant 89 et 91, va prendre d'un seul coup une sorte d'intensité dans les clubs, dans les sections parisiennes, et évidemment dans les loges maçonniques, avant la Révolution, et évidemment dans les salons et dans les sociétés de pensée, une intensité absolument incroyable, et ça, il faut l'avoir en tête. Lorsque, en 1762, paraît le contrat social, du contrat social, qui est l'œuvre maîtresse de Rousseau, le livre ne parvient pas en France. Je crois que 16 exemplaires sont parvenus en France. C'est vraiment très peu. Parce que la librairie, c'est-à-dire l'organe de censure de la monarchie, a compris que ce truc renfermait quand même des considérations qui étaient extraordinairement dangereuses. 16 exemplaires, c'est Malesherbes qui était à la manœuvre, très proche de Louis XVI, et il s'est vraiment très très bien débrouillé, puisque pendant des décennies, le livre n'entrera pas en France. Ça n'est que très tardivement qu'il entre. Et sous l'effet de ces lecteurs, évidemment, élites, et qui, eux, fréquentent les loges, notamment les loges maçonniques, et qui vont donner un écho absolument incroyable aux thèses qui sont contenues dans ce livre. Louis-Sébastien Mercier, l'écrivain, témoignera qu'en 1780... Donc, d'abord, il dit c'est le livre qui s'est le moins bien vendu de Rousseau. 1762, c'est aussi l'année où Rousseau publie l'Émile. Et l'Émile va faire un succès de librairie absolument incroyable, mais très très grand succès de librairie. Et je vous dis 16 exemplaires pour du contrat social. En 1791, Louis-Sébastien Mercier témoigne, c'est le livre de Rousseau qui s'est le plus vendu depuis qu'il a commencé à publier, et vous savez que l'œuvre est abondante. Et c'est surtout le peuple qui aura fait la différence. Et le peuple le lit, se le fait lire d'abord par les lecteurs publics, entre 89 et 90, et en 91, il le lit lui-même. Et ça prépare l'entrée populaire dans les sections de Paris, et très vite au Club des Jacobins, et très vite, évidemment, comme pression permanente autour des assemblées constituantes législatives, puis la Convention, pour obtenir ce à quoi ils prétendent avoir droit, c'est-à-dire par l'exercice de leur souveraineté, la souveraineté du peuple, la reconnaissance de leurs droits. Et de leurs droits pas seulement formels, mais de leurs droits réels, de l'égalité réelle. Alors, je vais avancer un peu, parce que ces questions-là, qui sont extrêmement importantes, mériteraient évidemment d'être développées plus à fond. Mais pourquoi est-ce que l'œuvre de Rousseau se développe, au fond, pourquoi est-ce que c'est elle qui s'impose? Il fait partie de ce qu'on appelle les philosophes du contrat, et qui introduisent l'idée que, au fond, toute réforme politique doit être fondée en raison.
Jusque-là, c'est à la fois fort, mais ce n'est pas très original. Ils sont une bonne dizaine à développer au milieu du XVIIIe siècle une thèse de ce style-là. Ce qui fait qu'il s'impose, c'est d'abord la radicalité de sa position théorique et surtout la forme qu'il donne à son exposé théorique qui est absolument implacable. Mais c'est aussi le fait que la religion n'occupe aucune place dans son dispositif. Et pourtant, il est croyant et il est même convaincu que la religion civile est une nécessité pour l'ordre social. Mais il est quand même le seul à dire qu'il faut vraiment tenir Dieu à l'écart de tout ça si on veut parvenir à une structure logique et une structure de raison. Je le cite. « Si donc on écarte du pacte social ce qui n'est pas de son essence, on trouvera qu'il se réduit au terme suivant. Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale. Et nous recevons en chaque membre comme partie indivisible du tout. » C'est évidemment une façon de rompre sans compromis possible avec le principe de légitimité de droit divin. C'est que pour Rousseau, l'invocation de Dieu est inutile quand il s'agit de concevoir, et je le cite à nouveau, une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Auparavant, c'est-à-dire l'état de nature. Je cite à nouveau, « Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre. Ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. » Formulation très importante. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la liberté naturelle qui n'a pour borne que les forces de l'individu de la liberté civile qui est limitée par la volonté générale. Il faut bien distinguer aussi la possession qui n'est que l'effet de la force ou le droit du premier occupant de la propriété qui ne peut être fondée que sur un titre positif. Dieu n'a décidément absolument rien à faire dans cette histoire et il est le seul véritablement à le montrer. Une fois que le pacte est scellé entre les associés, le corps social, le corps moral et collectif assemblé dit la loi, expression de la volonté générale. Cette personne publique, c'est la République. C'est ça, la République. Et c'est évidemment une abstraction, mais une abstraction qui repose sur une idée du collectif qui, elle, n'est pas du tout abstraite. C'est une abstraction morale, en quelque sorte, d'une réalité physique. Je ne peux pas le dire autrement. C'est un peu abstrait, mais c'est comme ça que c'est dans l'esprit de Rousseau, et c'est comme ça qu'il le formalise. Cette République est le souverain, le dépositaire de la puissance issue du corps assemblé. Alors les assemblés prennent le nom de peuple, les associés prennent le nom de peuple, et sont tout à la fois citoyens en tant qu'ils participent à l'autorité souveraine, et sujets en tant qu'ils sont soumis aux lois de l'État. L'Église, pas plus que Dieu, n'a de place dans cette approche de la souveraineté. Le principe républicain de l'État laïque, à la française, est posé. Par le contrat, les droits de chacun sont respectés par tous les membres de l'État, puisque c'est par lui qu'ils acquièrent tout ce qu'ils ont donné. Mais, je cite à nouveau Rousseau, le droit que chaque particulier a sur son propre fonds est toujours subordonné au droit que la communauté a sur tous, sans quoi il n'y aurait ni solidité dans le lien social, ni force réelle dans l'exercice de la souveraineté. Le principe républicain de la supériorité de l'intérêt général sur les intérêts particuliers est clairement posé lui aussi. Ceci encore, le pacte fondateur substitue une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d'inégalité physique entre les hommes. C'est ainsi que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit. Le principe républicain de la redistribution au bénéfice des plus faibles est ainsi légitimé à son tour. Vous voyez que, voilà, ce sont les idées. Elles attendent d'être mises en œuvre, mais elles sont incroyablement proches de ce qui sera l'institution de la République en France. Et Rousseau peut alors proclamer le plus tranquillement du monde « J'appelle donc République tout État régi par des lois, sous quelque forme d'administration que ce puisse être. Car alors, seulement l'intérêt public gouverne et la chose publique est quelque chose. » Et Rousseau ajoute cette phrase, toute petite phrase, aux implications absolument explosives. Pour être légitime,
il ne faut pas que le gouvernement se confonde avec le souverain, mais qu'il en soit le ministre. Alors, la monarchie elle-même est république. Cette petite phrase appellerait évidemment au moins 1 heure de commentaire, mais là, on n'en dispose pas. Mais ayez en tête que la souveraineté, c'est quelque chose qui est bien supérieur à l'appareillage gouvernemental en vertu duquel un État est gouverné. La souveraineté, c'est fondateur. Et Rousseau fait passer la légitimité depuis le droit divin au peuple. Et c'est le peuple désormais qui en est le dépositaire, l'agent, et que le gouvernement soit monarchique, aristocratique ou républicain, c'est pour lui pas le problème. Le problème, c'est la République, et la République est fondée par l'exercice de et la proclamation de la souveraineté du peuple. Voilà, je m'arrête là parce que, bon. Alors, telle est la raison pour laquelle, bien sûr, il se trouvera aussi peu de républicains en France, de républicains proclamés avant la chute de la monarchie le 10 août. Je crois qu'il y en a 5. 5. Et pourtant, Dieu sait si la République française va devenir quelque chose d'important, universellement parlant. C'est que chacun a bien conscience depuis 1989 que l'enjeu politique de l'heure est d'imposer l'expression de la volonté générale comme principe de légitimité à un roi qui s'arc-boute à la souveraineté de droit divin. Soit exactement ce que Rousseau désigne sous le terme de république. Autrement dit, républicains, ils le sont tous, ou presque, mais en vertu de l'acception rousseauiste du mot, que je vous explicitais tout à l'heure, qui veut que dans un régime de ce type, la forme du gouvernement peut être tout aussi bien monarchique qu'aristocratique ou démocratique, pourvu que celui-ci soit républicain. Ça marche le micro? Oui. C'est-à-dire officier du pouvoir souverain. Alors, ce dispositif que décrit Rousseau, à quoi doit-il servir? Eh bien, à assurer, répond-il, à tous les membres du corps politique, par la loi, la liberté et l'égalité les plus étendues, le plus grand bien de tous, décrit-il. Pourquoi? La liberté parce que toute dépendance particulière est autant de force ôtée au corps de l'État. L'égalité parce que la liberté ne peut subsister sans elle. Ce sont ces mots. Et Rousseau d'anticiper sur ce qui sera le fond de doctrine de la gauche républicaine tout au long du XIXe siècle, je le cite à nouveau, à l'égard de l'égalité, il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes, et que quant à la puissance, elle soit au-dessous de toute violence et ne s'exerce jamais qu'en vertu du rang et des lois. Et quant à la richesse, il faut entendre que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Ce qui suppose du côté des grands modération de biens et de crédit, et du côté des petits modération d'avarice et de convoitise. Et pour finir, Rousseau fait cette remarque en forme d'avertissement. C'est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l'égalité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir. Et vous voyez là encore, le devenir de cette proposition, qui est considérable. Et quand je dis l'avenir, c'est notre actualité, que je sache. Alors, on est là vraiment sur le versant, pas avec Rousseau, qui mène à notre époque. Et je dirais aux besoins et aux sollicitations suscitées par notre époque. La loi comme expression de la volonté générale, la République comme bien commun, la liberté et l'égalité comme fin dernière du système de législation, le programme est clair. Et les révolutionnaires de 1789 à 1848, républicains puis socialistes, en feront le fond doctrinal de leur programme. Programme contradictoire, bien sûr, d'un mouvement à l'autre, d'une époque à l'autre, parce que la contradiction gît au sein même de la société. Riches et pauvres, puissants et gens de peu, mais aussi gouvernement et peuple souverain, représentants et représentés. Or, ce dernier couple, représentant et représenté, recèle une charge de conflit considérable dans la République, du fait que par essence, la délégation de la souveraineté est impossible. Je cite à nouveau Rousseau, la souveraineté ne peut être représentée par la même raison qu'elle ne peut être aliénée. Elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point. Elle est la même ou elle est autre. Il n'y a point de milieu. Autrement dit, les députés du peuple ne sont pas ses représentants, mais ses commissaires. Ils ne peuvent rien conclure définitivement. Tel est le fondement sur lequel les sans-culottes prétendront instaurer la démocratie directe en l'an 2, mandat impératif et révocation des élus à la clé.
Telle est la source aussi de la revendication du référendum d'initiative populaire, le fameux RIC selon nos contemporains, Gilets jaunes. Entre-temps, la Commune de Paris, le mouvement libertaire, le syndicalisme d'action directe, la deuxième gauche aussi dans une certaine mesure, auront entretenu la flamme. Mais il faut y insister, ce n'est pas Rousseau qui installe le doute au cœur du principe démocratique de représentation, c'est la contradiction réelle entre le principe de souveraineté et celui de représentation qui aura autorisé de telles interprétations. Ça, c'est très important aussi. Je vais en terminer avec les idées, et à cette étape, vous le constatez, le principal instituteur de l'idée républicaine, qui est Rousseau, aura posé les principes fondateurs d'un régime nouveau, la République, régime dont il appelle de ses voeux l'instauration et que nous avons reçu en héritage, je l'ai dit. Ces principes fondateurs, je les rappelle parce que on va les voir maintenant en quelque sorte en acte, sont la liberté civile, l'égalité des conditions. Alors, égalité relative, égalité absolue, c'est en débat, et ça le sera tout au long de la Révolution et de la République. Laïcité, supériorité de l'intérêt général sur les intérêts particuliers, la redistribution aux plus faibles. Ce sont précisément ces principes que les révolutionnaires français puis les fondateurs de la République, en remodelant à plusieurs reprises leur contenu à partir de 1789, vont porter au rang de mythe fondateur de la République en France. Et j'en viens maintenant à cet aspect des choses, c'est-à-dire en quelque sorte à l'action. Impossible, là encore, bien sûr, de rapporter l'histoire de l'institution de chacun de ces principes. Je vous proposerai donc de nous concentrer sur les notions de liberté et d'égalité, soit les deux premiers termes de la trilogie fameuse que vous avez en tête, et d'adjoindre à l'étude l'exigence de laïcité. J'achèverai en disant quelques mots de la fraternité, étant entendu que nous devons garder en tête que c'est de la conception de la loi comme expression de la volonté générale émanant de la souveraineté du peuple que procède le dispositif d'ensemble. Et ça, c'est évidemment très important que vous l'ayez en tête à chaque étape de ce que je vais dire. Ayez en tête aussi que cette conception rousseauiste de la légitimité demeurera au fondement des 5 républiques successives que la France connaîtra, en 1792 d'abord, puis en 1848, en 1875, en 1946 et en 1958, soit le régime sous lequel nous vivons. Alors la liberté et l'égalité d'abord. D'abord, il s'agit de deux concepts qui sont inséparables dans l'esprit de Rousseau, mais ce sont deux notions qui sont en permanente tension dialectique, en permanente contradiction. La pièce maîtresse de cette institution, c'est évidemment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, et qui fut élaborée, vous le savez, au tout début de la Révolution, donc avant même la fondation de la République, mais dont celle-ci, bien sûr, va embrasser l'héritage. Je me contenterai de faire 4 remarques à son propos. Il faut d'abord que nous ayons bien en tête que si l'esprit de la Déclaration fut trahi aussitôt après sa proclamation par certains de ceux qui s'en étaient fait les héros, et collectivement les héros, le texte ne céda jamais rien aux préjugés et aux intérêts du temps, et qu'il n'y eut pas un mot à changer, ni à son préambule, ni à ses 17 articles, lorsque le droit de suffrage fut proclamé universel 3 ans plus tard, que l'esclavage et la traite furent abolis 5 ans plus tard, et pas davantage lorsque le droit de vote fut accordé aux femmes, un siècle et demi après qu'il eût été solennellement proclamé que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est ainsi que la déclaration entrée dans le droit positif en France quelques semaines après avoir été votée le 26 août 1789 occupe toujours le sommet de la hiérarchie des normes dans notre droit public, et que c'est principalement elle, on le sait, qui a inspiré les grandes conventions européennes et internationales relatives aux droits de l'homme. Autrement dit, c'est un système qui a été mis en place avant la République, mais dont la République va faire son miel, va recueillir comme un des biens les plus précieux en héritage. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, les Anglais, la tradition anglaise, qui était vive et très critique de la France, avait dénoncé l'universalisme abstrait de cette déclaration. Et de fait, générale et abstraite, elle l'était sacrément. Mais c'est précisément en vertu de cette généralité, de cette abstraction, en vertu de cette façon
tellement radical de tourner le dos à la tradition que fut conçu ces textes inaltérables, puisqu'il a, on n'a pas changé un mot jusqu'à nos jours. Hein. Il est la référence suprême. On peut toujours faire une réforme de la Constitution, mais au-dessus de la Constitution, il y a la Déclaration. Et la Déclaration, c'est dans le préambule de la Constitution. C'est le sommet. On ne peut pas faire mieux. Il y a les traités, mais les traités sont supérieurs en droit public. Mais les traités doivent être conformes à la hiérarchie des normes, c'est-à-dire conformes aux engagements de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est vraiment le sommet. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est abstrait, mais totalement à l'écart, par définition même, de toute référence religieuse. Il n'y a pas de référence religieuse. La Déclaration dit que ce texte est voté en présence de l'être suprême, mais ça ne veut absolument rien dire. L'être suprême n'est en rien dans la définition des droits qui sont proclamés, et il n'est que témoin, en quelque sorte, alors qu'il était tout-puissant par la légitimité dit de droit divin. Donc c'est un renversement vraiment très spectaculaire. Deuxième remarque, je n'y insisterai pas, parce que ça mériterait d'être développé, mais je pense que vous avez en tête quand même tous les événements qui ont entouré la proclamation du 26 août 89. Il faut savoir que ça s'est fait en plein désordre de la guerre civile, et que c'est un texte collectif parce qu'on s'y est perdu. Il y a eu des motions, des contre-motions, il y a eu 30 projets de déclaration. On a retenu le projet le plus neutre, parce qu'il fallait que tout le monde s'y retrouve. Donc dans ces cas-là, on prend le texte où il y a moins d'aspérité. Et à partir de là, il y a eu des motions, des contre-motions, des passages à l'ordre du jour. Je ne vous dis pas, quand on suit ça dans les archives parlementaires, c'est absolument passionnant, mais du coup, on s'y perd. Et on ne peut pas dire c'est tel est l'auteur, tel parti, tel... Non, c'est la France entière, représentée dans son assemblée constituante. Élites éclairées comprises, c'est-à-dire noblesse éclairée comprise, qui fréquentaient dans les loges la bourgeoisie. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui transcende absolument ces réalités de classe. On va les retrouver très vite. Mais là, elles les transcendent. Au moment de la fondation de la liberté, c'est quelque chose qui est partagé par des couches sociales, en quelque sorte, extrêmement diverses. Et ça, il faut le dire, l'accepter et même le penser. Parce que Dieu sait si les divisions vont arriver très vite, les exclusions, les mouvements, les ruptures politiques, mais il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire, qui est national, qui est l'esprit de la Révolution française, selon le titre que j'ai donné à mon livre, et qui est quelque chose de proprement génial. Probablement parce que collectif et émanant du génie collectif. On a parlé à l'époque d'inspiration divine. Aujourd'hui, on ne dirait pas inspiration divine parce que ça n'aurait pas de sens, mais on dirait que c'est une inspiration des dieux qui sont des dieux grecs, hein, qui sont des dieux absolument qui n'ont rien à voir avec le monothéisme, avec la puissance du poids de la religion dans notre pays notamment. Voilà, c'est en tout cas une expérience absolument vraiment extraordinaire. Oui, quand même, il faut que je dise peut-être un mot de ça. Oui, parce que, aussitôt après le vote de cette déclaration, je vous ai dit que ces plus beaux principes avaient été trahis par ceux-là même qui s'en étaient fait les champions. On refusa l'égalité civile aux femmes, ce qui est quand même terrible, quand on y pense, terrible. On décréta que le suffrage serait censitaire et que les citoyens dits passifs seraient exclus du vote. On se refusa à abolir l'esclavage. Ça, ce sont des tâches sur la Révolution elle-même. Mais la portée historique de ces manquements au principe fut limitée par le génie que j'évoquais tout à l'heure et dont avait fait preuve l'Assemblée tout entière. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, portait donc son article 1er. Alors, à l'évidence, seuls les individus de sexe masculin étaient visés par la formule, puisque seuls seraient bientôt autorisés par la loi à exercer à parts égales les droits en question. Et Olympe de Gouges, la magnifique Olympe de Gouges, était parfaitement justifiée de rappeler à ces messieurs que les femmes représentaient tout de même la moitié du genre humain et qu'il y avait quelque indécence à l'oublier au moment où l'on prétendait rendre un acte de justice universelle. Mais il n'en est pas moins évident qu'en vertu de cette formulation générique, les hommes, rien ne s'opposerait à ce que les droits en question fussent un jour ceux de toutes les populations susceptibles de se fondre dans la catégorie des hommes, à commencer par les comédiens, les perruquiers, les domestiques, les protestants, les juifs, les esclaves, les mulâtres,
qui pour l'heure n'y avaient pas été invités. Ce serait aussi pour les femmes, bien sûr, et au terme d'une croisade d'un siècle et demi. Elles accéderaient alors à la pleine égalité juridique avec leurs frères humains, comme d'autres y étaient parvenus avant elles. Les comédiens, les perruquiers, les domestiques, les protestants, les juifs, les esclaves et les mulâtres, donc. Bref, elles seraient elles aussi, au terme de la Constitution et du droit civil, considérées comme des êtres humains parmi d'autres êtres humains, des hommes parmi d'autres hommes. Tel est le génie de ce texte dont la République fera l'un de ses biens les plus précieux en l'installant toujours plus fermement, je vous l'ai dit, au sommet de son édifice juridique. Il y a là quelque chose de vraiment extraordinaire. Qu'on soit parvenu à, en son nom, à commettre autant d'injustices et à les résoudre en son nom, avec autant d'élégance et d'efficacité, est quelque chose d'inouï. Et j'en viens logiquement à ma quatrième remarque. Il est a priori assez étrange de constater que cette déclaration, qui fut rédigée par des députés monarchistes, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne dise pas un mot de la monarchie elle-même, tandis qu'elle pose, sans le dire explicitement, les principes du pouvoir républicain. Mais c'est bien sûr en vertu de cette anticipation inconsciente qu'elle constitue l'un des mythes les plus puissants de notre culture politique. Il y a quelque chose qui se fait au-delà de la conscience et au-delà de la perception que les acteurs ont eux-mêmes de ce qu'ils font. Ils étaient convaincus, je voulais vous le dire tout à l'heure mais j'ai oublié, ils étaient convaincus par exemple que les 17 articles de cette déclaration étaient ni faits ni à faire et qu'il faudrait y revenir quand la Constitution serait votée complètement. Elle le serait en septembre 1791, soit vraiment plus tard, 2 ans plus tard. Évidemment, on n'est pas revenu là-dessus, Dieu merci. Et d'ailleurs, plus personne n'y a songé un instant, mais que dans le feu de l'action, en plein troubles politiques et sociaux, ils ont eu le sentiment de faire des trucs chaotiques qui ne ressemblaient à rien, etc., et produit tout à la fois une œuvre géniale, et il faut se souvenir de leur nom. Ce sont des gens vraiment, vraiment extraordinairement humains et géniaux tout à la fois. Alors, oui, j'en viens aussi à une chose très importante. Ça va, on a encore un peu de temps. Sur l'égalité, j'y ai fait une petite allusion tout à l'heure à propos de Rousseau. Égalité de droit ou égalité des conditions? Sacrée question. Rousseau a posé le problème, je vous l'ai dit, hein, et la déclaration s'était clairement exprimée sur la première hypothèse. Pas question de proclamer l'égalité réelle de chacun avec tous. Et c'est sur ce terrain, bien sûr, que les militants les plus avancés, au premier rang desquels la sans-culotterie parisienne, vont porter le fer contre leurs adversaires bourgeois beaucoup plus attachés à la défense de la propriété qu'aux beaux principes contenus dans la déclaration. La déclaration, elle, c'est naissent libres et égaux en droit, insiste sur le droit. Et évidemment, le peuple, lui, dit, attendez, vous êtes gentil, mais les droits, moi, je veux bien les exercer, je voudrais les exercer, mais pour ça, il faut qu'il y ait un minimum il faut que je puisse manger, quoi. Je vais vite, mais c'est quand même bien ça l'idée. Et ces militants sectionnaires de Paris vont pousser évidemment leurs avantages en l'an 2, c'est-à-dire après la proclamation de la République, mais au moment où la guerre presse et appelle de leur part des sacrifices très considérables, et ils disent « mais moi je veux bien aller au fond, mais il faut quand même que ma famille mange, donc il faut que vous fassiez des concessions, il faut que ces accapareurs cessent de s'emparer de tous les biens ». Et là, ils vont faire vraiment une pression absolument démente, et ce sera bien évidemment une contradiction extrêmement forte qui explique beaucoup, dans la période 93 en 2, des contradictions sociales en France. Ceux qui veulent s'en tenir à l'égalité de droit et ceux qui disent, comme Robespierre le dira à un moment absolument critique, il faut que le droit à l'existence soit reconnu aussi. Parce que sans droit à l'existence, le droit d'expression, la liberté d'expression, ça n'existe pas. Et c'est vrai. Et encore une fois, avec 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui en France, c'est quand même des choses dont il faudrait se souvenir si nous ne voulons pas assister à des... Enfin bref, vous m'avez compris. Mais d'ailleurs, probablement faudra-t-il en passer par là. Alors, cette lutte
cette lutte d'influence entre les modérés et les radicaux, elle va se développer tout au long de la Révolution sous l'autorité de Rousseau. Chacun va se réclamer de lui. Et chacun était fondé en quelque sorte à se réclamer de lui. Égalité des droits, il avait dit bien sûr. Égalité réelle, il avait dit non si c'est une égalité absolue. Mais il avait dit égalité relative, oui. Il faut absolument que les riches cessent d'accaparer et que les pauvres cessent d'être obsédés uniquement par leurs revenus. Donc tout le monde était fondé à se réclamer de Rousseau. D'où le fait qu'il va traverser les opinions, s'inscrire dans la République comme une des références obligées, et de gauche et de droite, je dirais. Là encore, il faut introduire ces notions-là parce qu'elles sont importantes. La République, c'est aussi des positions plus attachées à l'égalité de droit et d'autres plus attachées à l'égalité réelle des conditions. Eh bien, c'est à cette époque que les choses se nourrissent. Alors, je voudrais, parce que je vois le temps filer, et je voudrais arriver quand même sur des notions qui sont très importantes. Je voudrais en venir maintenant, peut-être un mot sur cette République de 1792, qui est une République très singulière. C'est une République des égaux. C'est-à-dire, elle est instituée par contestation de 2 points. La monarchie, c'est un homme au-dessus des autres. Et la République va dire, non, on est tous libres et égaux en droit. On verra pour les conditions après, disent-ils, mais pour ça, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir un type au-dessus des autres, et donc on va le réduire au niveau moyen. Donc il faut que le roi renonce à sa position, et comme il ne le voudra pas, eh bien il faut lui imposer cette égalité. Évidemment, c'est d'une violence absolument incroyable quand on y songe. Pas seulement à l'endroit du roi. Bon, le roi, il a vécu des heures tragiques, mais oublions ça un instant. Mais c'est quand même toute la structure de la société symbolique qui est mise par terre. Donc ça engage évidemment des privilégiés, ça engage des gens comme ça, mais enfin, il faut comprendre que cet acte de violence, cet acte d'autorité, cette fondation de la République des égaux, elle impose quand même à, disons, un petit cinquième de la société une autorité et une répression absolument féroce. Il faut l'assumer. C'est ça la révolution. Hein. C'est pas un dîner de gala, comme disait l'autre. C'est pas bon. Il faut accepter ça. Mais il faut être conscient aussi que la souffrance est partagée en quelque sorte. Et que même les gens, les privilégiés, ils peuvent souffrir de la perte de leurs privilèges. Je vous dis ça parce qu'on a tendance à mettre toujours du même côté ce qui est positif et ce qui est négatif. À mettre des 2 côtés, mais voilà. Et la souffrance que nous mettons toujours du côté positif, eh ben, il peut arriver qu'elle soit partagée dans les couches sociales concernées, dans les personnalités qui sont elles-mêmes concernées. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette idée d'égalité, qui passera aussi, et c'était le 2e facteur, par la revendication du suffrage universel, puisque c'est la République, pour le coup, qui va instaurer la première République qui va instaurer le suffrage universel masculin, mais suffrage universel quand même. Là aussi, ça fonde l'égalité. On est tous égaux et par conséquent, mon bulletin vaut celui de mon voisin et c'est moi qui décide, exercice de la souveraineté, qui va gouverner, qui va me gouverner. Mais ce qui est inouï, c'est qu'au-delà de ces facteurs un peu généraux, cette idée d'égalité comment dirais-je, a rayonné dans le pays tout entier. Et il n'y a pas une intervention aux Jacobins pendant ces mois ou ces semaines de fondation de la République où il y a une intervention absolument incroyable. Je vais vous en lire une parce que c'est vraiment très frappant. Où l'égalité engage quelque chose de presque d'existentiel. Presque d'existentiel. Je vous lis celui-ci, c'est un type qui... non, c'est pas là, c'est là. C'est un type qui est un militaire, mais qui n'est pas connu. Hein, il s'appelle Monsieur Agu, et qui écrit le 24 août. C'est le 10 août donc, que la monarchie a été renversée.
Alors, je vous lis, monsieur Agu, aux Jacobins. « La journée du 10 a certainement produit de grandes choses, cependant nos ennemis ne sont que terrassés. Il faut de grandes mesures pour les anéantir. Toute espèce de distinction entre les citoyens, les soldats de la liberté, est une injure à l'égalité qu'ils défendent. » L'égalité qu'ils défendent. Dans 10 jours, la République est fondée. Pourquoi des lignes de démarcation entre eux? Pourquoi des noms, des uniformes différents? Pourquoi une paye différente? J'ai par exemple, moi, 750 livres de paye. N'est-ce pas abominable? Il y aurait de quoi entretenir 3 bons soldats avec cette somme. Et vous voyez, cet esprit, ça bouleverse toutes les catégories. Et aux Jacobins, un discours comme ça n'étonne personne. Parce qu'ils sont tous comme ça. Alors les Jacobins, c'est quand même le moteur de la Révolution. C'est eux qui préparent les élections à la Convention. C'est eux qui font la revendication politique. C'est eux qui préparent les programmes. Eh bien, c'est au cœur de la... Bon. Alors, bien sûr, cette République des égaux, c'est pas elle qui va l'emporter, vous le savez. Dès Thermidor, les choses quand même vont basculer. Et puis, même la République de 48, ça n'est plus ça non plus. A fortiori celle de 75, si on peut l'appeler comme ça, et a fortiori les nôtres. Donc, il y a quelque chose qui s'est défait. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est presque la génétique des consciences collectives, tout aussitôt comme image, c'est que nous avons tous au fond de nous quelque chose qui nous rappelle que les fondations de cette République sont des fondations d'égalité. Sans nécessairement mettre les mêmes choses sur le mot, mais je crois que nous partageons ça, tous. Et je dirais même gauche, droite, je dirais même la droite aussi. Voilà. À gauche, c'est évident. Mais je pense qu'à droite, il y a aussi une référence comme ça qui se dit et qui rend possible d'ailleurs l'espace, le débat politique, l'affrontement politique, parce que ces valeurs sont communes. Alors bien évidemment, ne se trouve pas là-dedans l'extrême droite. Ça, c'est pas possible, parce que là, par définition, elle s'oppose aux fondamentaux. J'y viendrai d'ailleurs tout à l'heure si on a le temps. Elle s'oppose aux fondamentaux que je viens de décrire. Libre à elle, puisque la démocratie l'autorise à le dire, mais nous ne pouvons pas la considérer dans le champ ni discursif, ni politique, ni du débat normal, avec des prises de position qui sont aussi excluantes, négatrices de l'égalité des droits, etc. etc. Je n'insiste pas. Et j'en viens au principe de laïcité, parce que sinon, on est encore là ce soir. Et puis, il me reste un quart d'heure. Alors, le principe de laïcité, c'est évidemment le marqueur... Bon, allez, c'est le deuxième marqueur de la République. Je dis le deuxième parce que chronologiquement, il vient après l'égalité. Et surtout qu'il n'a pas été institué sous la Première République, vous l'avez compris, mais sous la Troisième, et vous le savez. Et je voudrais en rapporter brièvement les termes, parce que c'est important que vous ayez en tête la façon, au fond, dont ce principe est institué et parvient jusqu'à nous. C'est-à-dire vraiment d'où ça vient et qu'est-ce qu'on en fait. Ce sera probablement tout à l'heure l'un des éléments du débat que nous aurons, je le pense. Bon, c'est une des doctrines libérales, il faut l'avoir en tête, c'est une doctrine libérale les mieux établies de l'époque révolutionnaire. Elle concerne pas la laïcité, mais la liberté religieuse. Et le point de départ, c'est l'institution de la liberté religieuse. Ça, il faut vraiment le savoir. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que c'est un modéré, un monarchien, comme on disait à l'époque, un homme beaucoup plus soucieux de l'autorité royale que de la souveraineté du peuple, il voulait l'équilibre entre les deux, qui en a fixé les termes. Il s'appelle le comte de Clermont-Tonnerre, c'est un sacré bonhomme, il avait été député de la noblesse aux États généraux, et c'est lui qui, le 25 juin 1789, en compagnie du duc d'Orléans, avait pris la tête des 47 élus de la noblesse qui avaient rejoint les premiers l'Assemblée nationale. Donc il avait déjà une certaine idée de la nécessité de faire collectif, en quelque sorte. Et cette doctrine, il la fixe à l'occasion du débat sur l'émancipation des Juifs. Terrible bagarre à la Constituante. Terrible. D'un côté, en soutien de Clermont-Tonnerre, Mirabeau, l'abbé Grégoire, Antoine Barnave, Adrien Duport et Robespierre. De l'autre, les élus d'Alsace et les partisans de l'Ancien Régime regroupés derrière l'abbé Maury qui déploya des trésors de rhétorique, très réactionnaire l'abbé Maury,
pour convaincre les députés que l'accès des Juifs à l'égalité civile et politique nuirait à la société et principalement aux Juifs eux-mêmes. Vous connaissez le débat. L'argument est toujours le même. Il faut savoir aussi que l'antijudaïsme balayait les campagnes à l'époque, que c'était d'une violence absolument incroyable. L'historiographie, ça fait un tout petit peu discrète sur le sujet, mais je peux vous dire que ça y allait gaiement. Et qu'évidemment, l'abbé Moury savait très bien ce qu'il faisait. Il était convaincu qu'il serait majoritaire. Et ce qui est une occasion de saluer les noms que je vous ai donnés tout à l'heure, parce que eux, Mirabeau, Barnave, Lameth, Robespierre, etc., le Clermont-Tonnerre, n'ont jamais cédé et jamais renoncé à ce truc-là. Et ils ne sont pas tous juifs. Alors, il faut vraiment avoir ça en tête. Alors, le 28 septembre, Clermont-Tonnerre intervient une première fois à l'Assemblée pour dénoncer le sort fait aux Juifs de Metz. Je passe. Et puis, le 23 décembre, il fixe la fameuse doctrine, et là, je vous cite les mots, parce qu'ils sont très importants. Il faut tout refuser aux Juifs comme nation. Il faut tout leur accorder comme individus. Il faut qu'ils soient citoyens. On prétend qu'ils ne veulent pas l'être, l'abbé Moury. Qu'ils le disent et qu'on les bannisse, dit Clermont-Tonnerre. Il ne peut y avoir une nation dans une nation. Mais les Juifs sont présumés citoyens tant qu'on n'aura pas prouvé qu'ils ne le sont pas, tant qu'ils n'auront pas renoncé à l'être. Dans leur requête, ils demandent à être considérés comme tels. La loi doit reconnaître un titre que seul le préjugé refuse. C'est la doctrine. Et je veux vous dire qu'elle va traverser les siècles parce que, et je vais y venir très vite, la loi de 1905 va reprendre ce point de départ-là. C'est donc la liberté religieuse qui est à l'origine de la loi sur la laïcité. Ne l'oublions jamais. Alors, au fond, peut-être que je peux venir tout de suite à ça, passer à 1905, donc un siècle plus tard seulement. Jamais les révolutionnaires avaient pensé qu'il fallait séparer les églises et l'État. Ils pensaient au fond que la République devait se faire comme avait fait l'Ancien Régime, c'est-à-dire prendre le contrôle de la religion. Vous voyez, substituer la souveraineté du peuple à la souveraineté du roi, en quelque sorte, sur le corps religieux, sur la nomination des prêtres, sur leur... Bon, c'était évidemment... Ils n'avaient pas l'expérience, donc ils ont appris en marchant, là. Et ça n'est que bien plus tard, un siècle plus tard, qu'on a véritablement pensé la séparation de l'Église et de l'État. Mais il n'empêche qu'ils ont pensé la liberté religieuse. Et que c'est bien la rencontre des deux qui... J'arrive à la loi de 1905. Alors, je vous lis les principes de cette loi du 9 décembre 1905. La République assure la liberté de conscience. Elle commence par là. Elle garantit le libre exercice des cultes. Continue par là. La pratique religieuse est libre et relève de la conscience de chacun. Chacun est libre de pratiquer ses rituels comme il l'entend, de même que chacun est libre de partager son repas, ça c'est moi qui l'ajoute, avec qui il veut et manger selon ses habitudes et son goût. L'État n'exige aucune assimilation culturelle en contrepartie de la protection dont il entoure la liberté de conscience et dont jouissent tous les individus composant le corps social. Par ailleurs, la République ne reconnaît ni ne salarie ni ne subventionne aucun culte et l'État est tenu d'afficher une stricte neutralité à l'égard des religions, de toutes les religions, quelles qu'elles soient. Voilà, vous avez le corps de doctrine dont nous avons été les héritiers, mais que nous avons actualisé, je vais y venir. Alors que cette doctrine a été contestée dans ses fondements dès qu'elle a été fixée, en quelque sorte, ça, c'était absolument évident. Et l'abbé Grégoire, que vous connaissez, enfin, pour la plupart d'entre vous, qui a été un grand militant de la cause de l'émancipation, a quand même un vrai problème avec les Juifs, c'est leur pratique religieuse. Il trouve que tout ça est d'un obscurantisme absolument pas possible et qu'il faudrait les amener à renoncer aux, je cite, rêveries talmudiques, je recite, puérilité mystique du rabbinisme, il va gaiement, mais il est pas antisémite, hein, attendez, pas du tout, hein, donc il ne faut pas confondre. Hein. C'est là que je vais vous dire, oui, c'est là que c'est très subtil. Il est partisan de l'émancipation des Juifs. Mais par ailleurs, il y a un combat avec la religion qui est, bon,
je suis sûr ici vous êtes nombreux à partager, et qui le mènent à des positions qui iraient presque de temps en temps à aller chercher dans leur façon justement de manger, de partager leur repas, de m'acheter, etc., et qui ne relèvent absolument pas de l'émancipation, mais de l'assimilation, ce qui est une toute autre notion et qui n'est pas une notion républicaine. On en parlera pour ceux qui veulent m'interroger ou parler de cette question-là. Alors, depuis le vote de cette loi de 1905, on peut dire que la République est demeurée fidèle à ses principes. Liberté de conscience, neutralité de l'État, stricte séparation des églises et de l'État. La Constitution de la 4e République porte en son article 1 « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Donc vous voyez que la laïcité occupe une bonne place. Définition qui est reprise par le texte, qui est repris par le texte de 1958. Et puis la loi du 15 mars 2004, portant interdiction des signes ostensibles d'appartenance religieuse à l'école, confirme cet engagement. Elle aura clairement arbitré la querelle surgie à gauche, que j'évoquais d'un mot tout à l'heure, entre ceux qui étaient disposés à trahir le principe de laïcité au nom de la tolérance au foulard islamique dans l'institution scolaire et ceux qui s'y refusaient. À charge pour nous tous, bien sûr, nous, je le suis, partisans de cette loi de 2004, comment dirais-je, de veiller à la stricte application donc, de ces principes, mais dans le respect de la liberté de conscience de chacun, car tel est l'esprit de la loi républicaine inspirée par le comte de Clermont-Tonnerre, je vous l'ai dit. Alors, je vous avais promis un mot sur le troisième terme de la devise républicaine, la fraternité. Je vous le dis, à la différence de la liberté et de l'égalité, la fraternité ne jouit évidemment d'aucune, vous le savez, d'aucune traduction juridique directe et relève plutôt de l'ordre moral que politique. Mais elle n'en assume pas moins son rôle de pilier de la République. On connaît ses origines maçonniques, fruit notamment de l'influence de l'abbé Raynal, l'auteur de l'Histoire des deux Indes. Raynal, penseur jésuite dont l'influence sur ses contemporains fut très considérable avant la Révolution et qui était alors membre de la Loge des Neuf Sœurs, fondée en 1776. Des loges, il en existait alors une cinquantaine à Paris, et tout ce que la société comptait de noblesse, de bourgeoisie éclairée, y communiait dans l'affirmation que c'est l'humanité de l'homme qui fonde en valeur la communauté sociale. Humilité, devoir d'accueil des déshérités, refus de l'arbitraire, proclamation de l'égalité de tous avec tous, au nom du destin commun des hommes, telles sont alors les idées que partagent dans les loges les Condorcet, d'Alembert, Clermont-Tonnerre. On le retrouve là. Ségur, La Rochefoucauld, Noailles, Alexandre et Charles de Lameth, Hérault de Séchelles et bien d'autres avec eux. Tantôt purs participants à ces loges et au salon, tantôt futurs acteurs de la Révolution. Hein. Tout est mélangé. Il ne faut donc... D'accord. Il ne faut donc pas s'étonner que la référence à la fraternité soit explicite au premier temps de la Révolution. Tant de références constantes à la communauté de destin des hommes, à la République universelle, au devoir d'accueil de l'étranger, à la concorde sociale. Camille Desmoulins, en commentant dans son journal la ferveur qui avait entouré la fête de la Fédération le 14 juillet 1790, écrit par exemple « Après le serment surtout, le serment au cours de la fête de la Fédération, après le serment surtout, ce fut un spectacle touchant de voir les soldats citoyens se précipiter dans les bras l'un de l'autre en se promettant liberté, égalité, fraternité. » Je crois que c'est la première fois que le triptyque est aussi formellement exprimé. Alors, ensuite, la formule a circulé d'un club à l'autre, Robespierre la reprend, etc., etc., et puis elle disparaît parce que la réaction thermidorienne, etc., et puis elle ressurgit véritablement avec la Deuxième République, c'est-à-dire en 1848. Bon, la Troisième République l'inscrira au fronton
vous le savez, de ces monuments publics, et elle le fera avec une conviction qu'il ne faut pas négliger, elle ne le fait pas comme ça pour décorer. La Troisième République pense vraiment que la fraternité permet de transcender les conflits sociaux. Elle a ça en tête. N'oubliez pas la Commune, qui était quand même un grand moment de déchirement de la nation, en quelque sorte, et notamment à Paris. Et cette idée de fraternité semble de nature à pouvoir réunir les bonnes volontés autour d'un projet commun. Mais j'insiste, cette fraternité n'est pas née avec la République elle-même, comme la liberté n'est pas née avec la liberté elle-même. Les deux valeurs absolument cardinales qui sont liées, c'est la liberté et la laïcité. C'est comme ça. Alors, je voudrais maintenant, vous me laissez 2 minutes parce qu'on les a, j'en ai vraiment 2. Je voudrais terminer, au fond, sur des propositions plus personnelles. Donc c'est important parce que ça peut lancer le débat. J'irai très vite. En 2 minutes, ce sera fait. Je vous ai dit que notre République n'avait plus de grand-chose à voir avec cette République des égaux que je vous ai décrite, mais que s'il est nécessaire, et il est nécessaire, de revoir nos institutions, il faut garder en tête que cette revendication à l'égalité est fondamentale et foncière, et qu'il faut faire avec la nécessité de faire participer le peuple plus directement aux instances de représentation. Ça passe certainement par la réforme du mode d'élection, ça passe par un autre usage du référendum, mais au-delà de ça, c'est une sociabilité de proximité qu'il faut aussi penser. D'autres l'ont fait très bien, je pense à Pierre Rosanvallon. Il faut vraiment voir ça de près. Actualiser la République, c'est aussi faire très attention à une chose, c'est à l'état de droit. L'état de droit, c'est une des pièces maîtresses issues de la Révolution et formalisée par la République. Or, nous sommes aujourd'hui en butte à 2 types de contradictions et de contestations qui viennent d'un côté de l'extrême droite, qui, elle, est toujours la sécurité contre les libertés. On connaît le refrain « je n'y insiste pas », mais dans les périodes de crise sanitaire, de crise internationale, etc., notre contexte politique, évidemment, ces demandes se font de plus en plus pressantes. Et puis, à l'extrême gauche, il y a aussi des revendications qui me paraissent extrêmement dangereuses. Celles qui, par exemple, demandent qu'on inscrive dans la Constitution la reconnaissance de la souffrance, c'est-à-dire du dolorisme, c'est-à-dire la souffrance imposée aux autres. Et ça, c'est une idée qui est absolument contraire à la Déclaration des droits de l'homme et à l'esprit de la Révolution et de la République, parce que c'est contraire à l'esprit à la liberté d'expression. La liberté d'expression suppose qu'on soit confronté à des idées qui ne sont pas les nôtres. Ça, c'est dit dans l'énoncé même. Mais des idées qui éventuellement sont absolument contraires, qui nous font mal, qui nous déchirent, qui nous exacerbent, exaspèrent, et auxquelles nous pouvons répondre. Parce que tel est l'espace public et de liberté dont nous jouissons, nous pouvons répondre à cela. Et l'idée qu'on ne pourrait pas s'exprimer parce que nous risquons de blesser, de réveiller d'anciennes blessures, etc., est une aberration. Et surtout lorsqu'il s'agit de mouvements identitaires qui le revendiquent. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas en tête la notion de bien commun, de bien collectif, mais le font au nom de leur communauté, de leur groupe, de leur machin. Ça, c'est redoutable et nous devons y être extrêmement attentifs. C'est l'offense qu'ils veulent inscrire dans la Constitution, l'offense. J'en ai terminé cette fois-ci, et plus exactement, le reste, je le dirai éventuellement dans les réponses aux questions, car je vois que nous avons peu de questions. Ou demain, ombre blanche. Voilà. Merci de votre attention, je vous ai pas. Ça suffit. Et il nous faut évacuer dans 5 minutes. Alors, il va y avoir 2 questions. Moi, je voulais en poser 3, mais enfin, bon, j'en pose aucune. Je voulais les poser sur la déclaration de 93, dont tu n'as pas parlé, parce que c'est le droit à l'insurrection, et d'ailleurs, personne ne mentionne. Mais enfin, bon. Oui, mais je ne parle pas. C'est à vous. Qui veut parler? Dépêchons-nous, monsieur. Je veux simplement... Oui. Pardon. Oui, monsieur. Moi, je veux quand même souligner que la Révolution française
a porté, évidemment, violé la notion de liberté dans les colonies. Enfin, on maintient l'esclavage et la traite des gruyères dans les Indes occidentales. Vous le savez comme moi, il faut attendre 1794 avant de supprimer l'esclavage qui sera rétabli par Bonaparte en 1802. Donc il y a là un retour en arrière, après une libération, un retour en arrière. Moi, j'ai été profondément choqué par ça, et je peux vous dire que dans les Martinique et Guadeloupe, c'est très prégnant tout ça, beaucoup plus qu'en métropole. Et à Haïti aussi. À Haïti aussi. Alors, vous avez non seulement raison, mais j'ai commencé par là en disant que la trahison des principes avait commencé sur les femmes, sur l'égalité du suffrage et sur le... Et sur l'esclavage. Et j'aime que vous rappeliez qu'en effet, c'est la terreur, c'est l'an 2 qui va émanciper les esclaves, instruisant en quelque sorte une conflictualité bien réelle. Car Toussaint Louverture à Haïti dira lui-même, mais vous êtes très gentil avec votre déclaration des droits de l'homme et nous y souscrivons, mais mettez-la en œuvre. Autrement dit, je suis d'accord avec vous, mais je ne cède pas sur cette idée que le texte est génial parce que nous avons aboli l'esclavage en 1848 et qu'il n'a pas été besoin de changer une ligne à la déclaration. C'est vrai. Oui. Et alors, je pense qu'il y avait une allusion à faire à l'hôtel de Massiac. L'hôtel de Massiac, il y avait un comité là, de grands planteurs qui a fait obstacle à la libération, évidemment, des esclaves. Voilà. Autre question. Dépêchons-nous, que quelqu'un se déclare, là. Bon, alors moi, je... Bonjour, non, juste je vais aller très, très, très vite. Vous avez effectivement dit qu'à un moment donné, le concept d'égalité était largement partagé par l'ensemble des intervenants. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'heure actuelle, on est en train de dévoyer un petit peu l'égalité pour mettre l'équité à la place? Alors, moi, je suis d'abord sidéré par l'époque que nous vivons et l'absence de réaction à ce constat. Quand j'ai commencé à travailler il y a 40 ans, le rapport de rémunération des salariés était de 1 à 10. Il est de 1 à 1000. Il est de 1 à 1000. Les chiffres ont été publiés, les salariés du CAC 40, les patrons du CAC 40, 20 millions. 20 millions. 40 millions. Et on vous justifie ça en vous disant, mais si on ne le fait pas, ils vont quitter la France. Et on a envie de dire, mais qu'ils quittent la France. Mais nous n'attendons que ça. Et vous savez, c'est drôle parce que l'argument était déjà présenté au XVIIIe siècle. C'est Mably, le philosophe Mably, qui répond dans un de ses textes magnifiques. Et il dit ce que je dis, c'est moi qui l'ai pompé. Et il dit mais que ces gens quittent la France. Alors évidemment, comme la richesse à l'époque est foncière, c'est beaucoup plus difficile de partir avec son arpent de terrain qu'avec ses actions. C'est vrai. Donc il dit ça de façon un peu ironique. Mais quand même, qui nous foutent la paix avec ce truc. Et surtout que les commentateurs des médias cessent de nous dire que cette menace va ruiner la France. Non, il faut être un peu sérieux et un peu digne. Alors maintenant, vous me dites sur l'égalité et l'équité. Mais écoutez, l'égalité, c'est une notion juridique. L'équité, c'est une notion variable. C'est-à-dire, le droit, il institue. Il dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. L'équité, c'est quoi? C'est un peu plus, un peu moins. C'est très bien l'équité, pourquoi pas? Soyons équitables, mais soyons justes, surtout. Vous avez montré que Rousseau lui-même, d'ailleurs, nuançait la chose. Bon. On clôt. Et bien, c'est fini. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et à la prochaine.